Bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour Je ce baisse au corps webinaire parce que c'est celui-là qui a le consacré reste. au réseau de chaleur urbain. Donc, dans le cadre des États généraux de la chaleur solaire, nous avons eu un petit retard de démarrage du webinaire précédent dû à des soucis techniques au niveau de la salle. Donc, je vous demande quelques minutes de patience. Nous allons bientôt démarrer le webinaire. Voilà, je suis désolée pour ce petit retard. On va démarrer dès que possible. Merci.
C'est bon? Alors, vous êtes sur la vue du webinaire? Ouais. Alors, je sais pas comment on fait, moi, je connais pas GoTo. On peut pas sortir. Ah ouais, voilà, aller sur le PowerPoint. Non. Non, mais parce que tout à l'heure, il y avait paramètres d'affichage. Et en face de l'écran là. Bien, eh bien bonjour à tous et à toutes. Désolé pour ce retard, petit souci technique. Durant ce webinaire, on va parler de la place de la chaleur solaire dans le cadre des réseaux de chaleur urbains. Un programme qui n'est pas forcément simple à intégrer, mais qui est peut-être une source de développement pour la filière. Je me présente rapidement, je suis Morane Guermic, je suis chargé de mission chez Atlanson et après échange avec Edwige d'Enerplan, on a trouvé que cette idée pouvait être une bonne solution justement pour positionner la chaleur solaire au sein de cette problématique des réseaux chaleur. Et le mieux pour en parler, c'est de s'adosser à des spécialistes.
viendront consécutivement donc Quentin Mulot de la Morse, Morgane Cronier de Savo Solar, Hugues de Fréville de Nuit, Hervé Lautrette d'AB Solar, Amandine Leden de Manergie et Julie Rudy de l'INES PFE. Hop, rapidement, pour représenter un petit peu le contexte de des réseaux chaleur en France, les chiffres clés qui sont donnés par la FEDEN à 2020, c'est quoi? Les réseaux chaleur en France, c'est à peu près 25,4 TWh d'énergie livrée, avec un taux d'ENR et R qui n'est quand même pas si mauvais que ça, plus de 60%. Et si on devait faire une projection sur le nombre de bâtiments raccordés, c'est à peu près 44 000, 45 000 bâtiments raccordés. Le bouquet énergétique des réseaux chaleur en France, c'est une majorité, c'est plus de 35% de gaz nat, mais c'est quand même 27% d'UVE, les unités de valorisation énergétique. Et en troisième position arrive la biomasse avec quelque chose comme 22-23%. Tout le reste, ce sont des énergies connexes, la géothermie, les autres ENR vertes, biogaz, chaleur industrielle, le charbon. Oui, il y a encore du charbon, du fuel, mais clairement, on ne voit pas trop le solaire. Quand on regarde les secteurs de livraison, globalement, deux typologies de secteurs apparaissent. Le résidentiel, plus de 54% arrive en tête, et puis derrière, le tertiaire avec 36%. Le reste, ce sont l'industrie, les autres usages agricoles légèrement, et puis les réseaux interconnectés. Ça veut dire que là, clairement, on a une cible qui est directement fléchée, sur laquelle on a aussi un potentiel de développement non négligeable, ne serait-ce qu'au niveau des réseaux chaleur. Si on devait continuer dans les chiffres clés, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la consommation de chaleur en France, c'est plus de 50% de la consommation d'énergie finale. Ce n'est pas négligeable. Et que cette consommation de chaleur génère plus de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Quand même. Entre 2010 et 2020, donc c'est-à-dire sur on va dire la dizaine passée, l'usage d'ENR et R, donc les ENR et la récupération, a plus que doublé sur les réseaux de chaleur, et aujourd'hui on dépasse, comme je l'ai montré précédemment, plus de 60%. Et on le voit très clairement que sur le graphique du dessous, que cette courbe de multiplication, elle est très importante, avec globalement une stagnation de la part des UVE, mais une part très 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 importante de la progression de la part du biogaz sur le cadre de développement des réseaux chaleur, et qui arrive en troisième position, la géothermie, qui qui progresse tout doucement, x2 sur les 10 dernières années, là où la biomasse a fait x5. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les réseaux chaleur adossés aux énergies renouvelables, c'est la meilleure solution pour faire du verdissement, ça on est tous d'accord, mais surtout de la décarbonation. La carte de la France aujourd'hui, elle est relativement disparate. Ce qu'on constate, c'est que globalement, toute la France est pourvue de réseaux chaleur. En tête arrive l'Île-de-France avec plus de 115 réseaux, et surtout plus de 11 TWh d'énergie produite. Mais qu'après, globalement, arrive l'Auvergne-Rhône-Alpes, et puis globalement les Hauts-de-France et le Grand Est. Mais on se rend compte que globalement, tout le territoire est couvert par des réseaux chaleur, avec globalement des taux d'ENR qui sont relativement importants. Les meilleurs, les leaders sont l'Occitanie, et puis arrive en dernier, on va dire, l'Île-de-France, et les Hauts-de-France. Mais si on regarde bien sur les histogrammes de droite, on se rend compte que globalement, on ne voit jamais réellement sortir de terre le solaire thermique. J'adosse vraiment cet aspect-là, parce qu'en fait, c'est un peu le thème de ce webinaire, comme vous l'avez vu. Et c'est aussi important d'avoir tous ces chiffres en tête pour bien comprendre le cadre. Les objectifs de demain, ils sont simples. Ils sont fixés par la loi de transition énergétique sur la croissance verte. C'est de produire à 2030 environ 40 TWh d'ENR R, avec 3 buts clairement identifiés par le cadre de la loi. C'est décarboner les réseaux existants, donc c'est vraiment permettre de diminuer la part fossile pour maximiser la part verte.
c'est de faire de la densification de réseau en essayant au maximum de raccorder tous les bâtiments en proximité. Et puis, c'est de créer fatalement des nouveaux réseaux, hein. L'objectif, il est simple, on le voit sur l'histogramme. La flèche rouge qui pointe vers le bas, c'est là où on est aujourd'hui. Et voilà où on doit aller tout à droite en 2030 à quasiment faire on va passer de 24 à quasiment 40 TWh. Ça, ce sont les ambitions. Et le solaire thermique dans tout ça. Si on regarde globalement la carte proposée par l'INES, en France, on a à ce jour 33 réseaux chaleur qui sont équipés en solaire thermique. Sur plus de 830 réseaux chaleur pourvus en France métropolitaine, ça veut dire qu'on a un parc de 4%. Alors 4%, c'est beaucoup, mais c'est en même temps très peu à la fois. Et le but, c'est que demain, le solaire thermique soit, avec la part d'augmentation du développement des réseaux chaleur en France, ne soit plus qu'à 4%. Et puis quand bien même il reste à 4%, ça veut dire qu'il aura suivi toujours la même tendance. Mais on va voir qu'on a des facteurs qui sont facilitateurs dans tout ça. Le cadre favorable, qui, à mon sens, est un élément, mais pas que, d'un potentiel de développement, il est issu de la loi climat et résilience, c'est ce qu'on appelle le ZAN. Le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette, qui est fixé donc par la loi climat et résilience et qui globalement est une révolution des politiques publiques d'aménagement avec une visée à 2050. Le but du ZAN, il est simple, c'est de limiter la consommation du foncier agricole et de l'artificialisation de fait des sols. C'est de proposer des solutions de logement pour tous en tenant compte des facteurs démographiques, et on le voit encore plus avec une population quand même qui vieillit, qui augmente. Et puis aussi, c'est de tenir compte et d'anticiper l'exode climatique. Alors, on l'a vu avec la période Covid, avec des déplacements de foule, mais on se rend compte malheureusement, et peut-être par défaut, à gérer justement ces glissements de population qui vont aller chercher de plus en plus de confort et moins de chaleur. Donc, dans tout ça, le ZAN, qu'est-ce qu'il va amener? Il va amener de la densification urbaine avec la création potentiellement de ZAC ou de quartiers. Le fait de ne pas grignoter du foncier va, avec une demande de création de l'habitat, ça va être d'avoir potentiellement plus de verticalité. Et cette verticalité, cette densification, globalement, est un facteur clairement favorable au développement de réseaux chaleur, quelle que soit leur taille. Mais le ZAN doit aussi s'intégrer dans une certaine logique et pour ça, va amener les collectivités, quelle que soit leur taille, en fait, à faire de la planification architecturale et surtout à regarder plus précisément comment on va gérer l'approvisionnement énergétique. Ces deux points vont permettre de générer derrière des appuis forts pour développer les réseaux chaleur, pour amener un potentiel du mix énergétique, quelle que soit la typologie des énergies qu'on voudrait, si possible, y adosser, avec un objectif, c'est de décarboner, donc de laisser de côté au maximum les énergies fossiles et fissiles. Mais aussi, par cette logique de planification architecturale, c'est de création des toitures solaires, c'est de créer des toitures solaires. Et donc, dans toitures solaires, on peut aussi regarder comment faire pour intégrer le solaire thermique dans cette logique justement de déploiement des réseaux chaleur. Alors, on pourrait croire que tout ça, c'est problématique, que le cadre de la loi, il est compliqué à mettre en œuvre, mais en fait, il faut vraiment prendre ce cadrage comme une opportunité et non comme un frein. Et là, pour le coup, quoi de mieux que de regarder à l'étranger, en Allemagne, en Autriche ou au Danemark, comme le montre cette carte, où clairement, on le voit, hein, ce n'est pas des pays où on y va pour la chaleur, mais pour autant, le développement des réseaux chaleur n'a nullement freiné le développement de la chaleur solaire, voire même a été un tremplin pour justement ce développement solaire. Donc moi, si je devais conclure sur cette introduction, je dirais qu'aujourd'hui, les solutions, c'est autant que faire se peut, c'est d'intégrer dès la phase étude l'analyse du potentiel solaire thermique, mais aussi des autres ENR. Si on avait un axe en termes de choix et de conception, ce serait peut-être de regarder sur les niveaux de température, un exemple parmi tant d'autres. Tous les autres aspects seront traités au fil de l'eau de ce webinaire. Mais en gros, c'est vraiment de faire en sorte que d'un revers de manche, le solaire thermique ne soit pas balayé pour faire un focus sur quelque chose qui semble peut-être le plus judicieux, c'est la biomasse, alors qu'en fait, le solaire thermique pourrait lui aussi avancer tout naturellement. Je passe maintenant la parole à Quentin Bulot d'Amorce qui va prendre la suite sur les avantages des réseaux chaleur.
ce sera mieux. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Quentin Bulot, donc de l'association Amorce. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement, c'est le réseau des collectivités engagées dans la transition écologique. On les accompagne. Ok, oui, oui. On les accompagne sur la gestion des déchets, la transition énergétique et la gestion de l'eau. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord les avantages liés au réseau de chaleur. D'abord, dans un premier temps, et dans un second temps, un peu la mission, une des missions d'Amorce dans le développement des réseaux de chaleur en France. Avant ça, une petite précision, parce qu'on dit les réseaux de toute taille, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait les réseaux de chaleur, il y en a vraiment de toute taille. Ça va de la métropole de Lyon, par exemple, à un petit village qu'on prend souvent, pour exemple, nous, chez Amorce, c'est Tramail, c'est 1000 habitants, et ils ont un réseau de chaleur au bois qui ont raccordé pas mal de logements dans ce village. Donc les avantages des réseaux de chaleur, je vais commencer par vous montrer ce rapport de la Cour des comptes qui nous dit très simplement que les réseaux de chaleur, c'est un levier efficace pour la transition énergétique et qu'il faut les développer. C'est un récent rapport. Et en effet, donc plusieurs avantages. Le premier, l'argument économique. Le réseau de chaleur, c'est ce qui va permettre d'avoir un prix compétitif. Ici, je vous ai mis donc un screen de l'outil de comparateur en coût global des systèmes de chauffage collectif. C'est un comparateur qui a été mis en place par Amorce avec ADEME et qui nous dit ici que les réseaux de chaleur sont finalement la solution de chauffage collectif la plus compétitive. Et ça, c'était avant l'explosion du prix du gaz. Donc déjà avant, on était sur un prix compétitif. Et en plus de ça, on a une stabilité du prix de la chaleur, puisque en fait, les énergies qu'on va mobiliser nécessitent surtout du CAPEX et pas forcément de l'OPEX. Donc, d'autant plus avec le solaire thermique, comme on l'a dit ce matin. En plus de cela, les réseaux de chaleur vont permettre un recours facilité aux énergies renouvelables et de récupération, puisqu'en fait, on mutualise les moyens de production et de distribution. Donc, de fait, on va pouvoir aller chercher, par exemple, de la géothermie qui nécessite beaucoup d'investissements capitalistiques, mais aussi, on va pouvoir récupérer, par exemple, de la chaleur fatale sur une usine d'incinération ou à des températures plus basses sur, par exemple, des data centers ou des bouts de stations d'épuration. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on parle de réseau de chaleur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des réseaux de froid qui existent et aussi des boucles à haute tempérée. Et ces boucles à haute tempérée, justement, vont permettre d'aller chercher des fois des sources de chaleur fatale à des plus basses températures. Voilà pour ça. Donc, notamment, je vous l'avez vu ici, le solaire thermique qui peut très bien être intégré sur un réseau de chaleur. Et donc, tout ça permet de décarboner notamment la production de chaleur. Ensuite, l'argument évidemment de l'indépendance énergétique, puisque souvent ces énergies renouvelables sont aussi locales. Par exemple, sur le solaire thermique, pareil, on l'a dit, hein, c'est une industrie conception, production qui est quand même française, voire, enfin, si c'est pas français, c'est au moins européen. Donc, ça permet de relocaliser la production et la distribution de chaleur. On donne souvent l'exemple pour un réseau de chaleur au bois qui crée des emplois pour, par exemple, 300 équivalents logements. Je n'ai pas les chiffres pour le solaire thermique, mais c'est la même idée. Et j'ai mis structuration du territoire également, puisqu'en fait, quand on a une valorisation de chaleur fatale, on va pouvoir inclure des industries. Et souvent, ça permet de pérenniser finalement l'implantation d'une industrie sur un territoire, puisque on parle souvent sur du long terme avec des réseaux de chaleur. C'est des investissements à long terme. Le contexte est favorable pour le développement des réseaux de chaleur. Je vais balayer très vite puisque finalement, on l'a dit aussi ce matin, le fonds chaleur qui augmente, donc les aides. Un appel à projet récent qui permet de financer à 90% les études de faisabilité récemment lancées. Et ensuite, ces prix de l'énergie qui sont très hauts et qui vont se maintenir sûrement très hauts pour plusieurs années, voire dizaines d'années peut-être. Maintenant, que fait Amorce pour le développement des réseaux de chaleur? Nous, on a une mission qui a été confiée par l'ADEME
Donc, on se la répartit entre Amorce et le CEREMA. C'est une mission qui est issue d'un groupe de travail ministériel qu'on appelle GT Vargon, qui avait pour but de faire une liste d'actions pour dynamiser le développement des réseaux de chaleur. Donc, cette mission, c'en est une des 25. Cette mission consiste à sensibiliser les collectivités qui n'ont pas encore de réseau de chaleur pour leur dire lancer des études de faisabilité. Dans l'accompagnement, on va leur faire une préfiguration. Je vous ai mis ici un exemple de préfiguration qu'on peut réaliser, qui consiste simplement à regarder la densité thermique, c'est-à-dire la consommation des bâtiments qui pourraient être accordés au réseau de chaleur divisé par la distance en mètres linéaires du réseau qui relie ces consommations, ces consommateurs. Et également, donc on en fait cette préfiguration et on les accompagne sur toute la phase d'élaboration du cahier des charges en vue de faire des études de faisabilité. Et pour cela, on a réalisé un guide, un modèle, c'est pas vraiment un guide en fait, c'est un modèle de cahier des charges co-rédigé par Amorce, l'ADEME et le SN2E. Et qui a pour but voilà, d'aider à trouver un assistant à maîtrise d'ouvrage pour les 3 étapes que j'ai mis ici, en fait les 3 dernières. Enfin, nous, l'action d'Amorce, on se situe vraiment sur la première phase, hein, la phase 0, c'est acculturer. Et ensuite, l'idée, c'est de les lancer avec des bureaux d'études compétents qui les accompagnent sur l'identification de projets, les études de faisabilité et ensuite la mise en œuvre du réseau de chaleur. Et en fait, dans ce modèle de cahier des charges, notamment, on veille à ce qu'il préconise de regarder toutes les sources d'énergie renouvelable mobilisables, dont le solaire thermique et la géothermie, par exemple, qui sont souvent un peu oubliées puisque on va souvent partir sur la facilité qui est la biomasse en termes d'énergie renouvelable, ou alors les usines d'incinération. C'est les deux qui sont les plus développés dans le mix. Voilà, et ensuite, j'avance un peu vite. Voilà, j'ai remis ici, juste pour dire qu'il y a d'autres ressources qui existent côté Amorce sur les réseaux de chaleur, et notamment un webinaire qu'on avait organisé avec l'INES, Enerplan, Aura2E et l'ADEME le 4 mai dernier sur intégrer le solaire thermique dans les réseaux de chaleur, qui est consultable en replay sur notre site. Et je laisse la main à Amandine. Bonjour à tous. Moi, je travaille dans un bureau d'études, justement, assistant maîtrise d'ouvrage qui accompagne les collectivités sur la mise en place de réseaux de chaleur. On ne fait pas que ça, mais notamment ça. Je vais vous parler un petit peu au démarrage là, de l'opportunité. Alors, j'enfonce sûrement des portes ouvertes, mais je préfère quand même insister, c'est important. Pour savoir dans quelle mesure on peut mettre du solaire sur les réseaux de chaleur, on peut se poser déjà quelques premières questions. Déjà, est-ce que le réseau est utilisé l'été? S'il ne l'est pas, déjà, il ne faut pas mettre de solaire. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours, hein. Donc, on va regarder notamment, est-ce qu'il y a des logements, des établissements de santé, de piscines ou des process industriels qui sont raccordés sur ce réseau? Est-ce que ce réseau est en eau chaude, inférieure à 110 degrés? Ça va cibler en fait les principales technologies de solaire thermique, même si je sais qu'il en existe qui fonctionnent à plus haute température, mais en général, on va pas chercher les réseaux vapeur. En tout cas, ça ne s'est jamais fait pour l'instant en France. Et puis, on va aller regarder aussi les énergies qui sont compétitives sur ce réseau, et notamment, est-ce qu'il existe des excédents de chaleur fatale en été? Si c'est le cas, ce sont souvent des excédents de chaleur à très bas coût, hein. Là, j'ai mis 40 €, mais bien souvent, on est plutôt aux alentours de 15-20 €. Donc là, le solaire thermique a globalement, en général, du mal à compétiter. Et voilà. Donc c'était un petit rappel, mais toujours important. Alors nous, on a fait un petit exercice. J'en vois qui sourient dans la salle, je pense qu'ils connaissent. On a fait un petit exercice prospectif. Donc à partir des données de l'enquête annuelle, donc c'est les chiffres 2019 qui ont été présentés par Morand en début, hein. Donc je rappelle, il y avait à peu près 25 TWh de chaleur livrée. Ça veut dire, en fonction du rendement réseau, qu'on serait aux alentours de 30 TWh
de chaleur à produire, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait intégrer du solaire? Donc, on a déjà enlevé un certain nombre de réseaux, beaucoup, hein, puisqu'il y en a 800, là on n'est plus qu'à 200. On les a enlevés avec les critères suivants. Est-ce qu'il y a un part de résidentiel qui est supérieur à 20% dans la quantité de chaleur livrée? Il n'y a pas ou peu de récupération sur UIOM et on est à moins de 80% de NR. Donc déjà, ça concerne plus que 200 civils, hein, comparé à 800, et à peu près 8 TWh comparé à 30. Là, je vous ai mis une petite cartographie avec des tableaux que je ne vais pas trop commenter en détail, mais ce qu'on voit, c'est que globalement, en fait, on a quand même beaucoup de demandes sur le nord de la France, hein, 6 Tera contre 1,6 dans le sud. Donc, malgré le fait qu'effectivement, on a un ensoleillement, vous avez la carte qui va dans l'autre sens. Hein. Donc, il y a un équilibre à trouver, mais tout ça pour vous dire qu'il y a un gros potentiel, quand même, beaucoup plus de potentiel dans le nord que dans le sud. Hein. Et on sait faire du solaire dans le nord. Je pense qu'il y a une présentation très intéressante de ce matin qui l'a prouvé. Voilà pour ça. Alors, j'en profite quand même pour vous faire un petit teaser. Il y a un schéma directeur des réseaux de chaleur à l'échelle nationale qui va prochainement sortir, qui n'est pas encore paru, qui a été fait donc par Manergie en collaboration avec Viaceva et le SNCU. Alors, je vous donne les premiers chiffres quand même, mais ils ne sont pas tout à fait officiels. Donc, à partir des données 2019, hein, on estime que pour remplir les objectifs, il y a 1300 réseaux à créer. 1300 à créer. Voilà. 250 réseaux existants à densifier. Qu'il faudra augmenter le taux ENR qui est aujourd'hui pour les réseaux existants aux alentours de 60%, qu'il faudra l'augmenter à 70%. Donc là, je pense que le solaire a vraiment, vraiment sa carte à jouer là-dedans, hein, parce que dans ces réseaux, en fait, on a pas mal de réseaux biomasse qui fonctionnent au gaz l'été. Donc là, il faut vraiment aller chercher tous ces gens-là. Et puis tout un tas de les 1300 réseaux neufs qui, eux, devront faire au moins 80% de NR. Hein. C'est comme ça qu'on arrivera à faire les objectifs. Donc, vous voyez, le potentiel de marché est gigantesque. Donc, allez-y. Voilà, donc petit exercice, si le solaire équipait un tout petit pourcentage, ne serait-ce que 5% des réseaux existants, là je ne parle même pas de l'exercice prospectif du schéma directeur qui a été fait, de ce qu'on a là, juste 5%. Ouais, si on équipait tous les réseaux, ça représenterait plus de 900 000 mètres carrés. Si on en équipait que 10%, ça ferait 95 000 mètres carrés. Enfin, je veux dire, c'est déjà considérable par rapport aux chiffres de filières qu'on a vus ce matin. Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur. On peut le faire sans problème. Alors, les moyens pour y parvenir. Alors, je ne vais pas parler de technique. Moi, je vais parler des études d'AMO et puis de quelques modèles contractuels. Très rapidement, je vais aller vraiment pas du tout dans le détail. Je vous invite à participer à la formation qui aura lieu à la fin du mois si vous voulez des choses plus denses, hein, qui vont aborder tous ces points beaucoup plus en détail. Donc alors, première étape, le schéma directeur des réseaux de chaleur. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce genre de mission. Globalement, en fait, elles permettent d'étudier un potentiel de développement d'un réseau de chaleur. Donc, on étudie le réseau de chaleur qui existe, on regarde comment il fonctionne, on regarde si on peut l'étendre, et puis on regarde s'il y a des potentiels de nouveaux réseaux à créer. Et puis, on regarde aussi comment on va pouvoir produire l'énergie. Hein, donc, on regarde un petit peu toutes les énergies disponibles et puis on fait des propositions de scénarios technico-économiques. Donc, en fait, déjà à ce stade-là, dès le schéma directeur va conduire à une délibération de l'organe de la collectivité et c'est cette délibération qui va être mise en œuvre dans la DSP. Donc, vous voyez que le schéma directeur, c'est un maillon extrêmement important de la chaîne de décision à un moment donné, de l'opportunité de pouvoir faire du solaire. Donc, c'est indispensable que tous les gens qui font du schéma directeur, y compris Manergie, qu'on intègre tous du solaire à cette phase-là. Pour ça, on a besoin des professionnels. On a besoin des professionnels parce que la filière des AMO, des bureaux d'études, ne dispose pas toujours des outils qui doivent être des outils simples et faciles à utiliser parce qu'un schéma directeur, on n'a pas le temps de faire une étude poussée, des études dynamiques, horaires, machin. On n'a pas forcément le temps de faire ça. Donc, il faut mettre à disposition des outils. Hein. Je pense que l'INES a développé pas mal de choses en collaboration avec d'autres. Et puis, tous ceux qui ont des retours d'expérience, faites-en bénéficier les bureaux d'études pour qu'on puisse avoir des ordres de grandeur. Voilà. Ça, c'est une des étapes. La deuxième étape, c'est l'étude de faisabilité multi-énergie ENR. Aujourd'hui, on a beaucoup d'études de faisabilité. Le maître d'ouvrage vient nous dire, faites-nous une étude de faisable biomasse.
réseau de chaleur biomasse, donc c'est-à-dire qu'en fait l'énergie a déjà été choisie. Hein. Et finalement, c'est dans cette étude de faisabilité qu'on va aller regarder là beaucoup plus précisément. On va aller chercher un terrain potentiel, un ou plusieurs terrains potentiels. On va prédimensionner des solutions et surtout on va regarder l'interaction entre le solaire et les autres énergies. Et ça, c'est indispensable pour aussi conduire à des projets qui fonctionnent derrière. C'est très important. Comment on va intégrer le réseau sur un réseau de chaleur existant? Je pense qu'à Narbonne, il y avait des enjeux, par exemple, d'intégration très intéressants. Si on n'est pas directement en chaufferie, il y a plein de choses à regarder. Voilà, donc ces études de faisabilité multi-énergie, passer sur de la mono-énergie et faire de la multi-énergie plutôt. Voilà. Donc là aussi, on a besoin de connaissances, on a besoin de formation, de retour d'expérience et d'outils de calcul. Les montages contractuels. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les différents... Combien de temps il reste? Je ne sais pas si vous êtes familier avec les montages pour les réseaux de chaleur, mais globalement, on va retrouver plusieurs choses. Alors, on a les réseaux de chaleur techniques. Bon, ça, c'est OK. C'est un maître d'ouvrage. Après, on a le réseau de chaleur privé. Là aussi, c'est OK. C'est l'opérateur qui fait 100%. Après, on a le réseau en régie. C'est ce qui a été présenté ce matin avec Creuswald. Hein, donc, c'est un opérateur public qui va investir, construire, exploiter, commercialiser son réseau. Ensuite, on a les concessions, où là, en fait, on va venir confier un opérateur privé, on va venir lui confier l'investissement et la commercialisation, et bien sûr la conception, la réalisation et l'exploitation du réseau. Comment on s'insère en tant qu'acteur du solaire? Comment on s'insère dans ces différents modèles? En fait, finalement, on peut s'insérer partout. Hein, déjà, c'est une première chose, que ce soit la régie, de la délégation de services publics, du privé, il n'y a aucun problème, on peut s'insérer avec tous les modèles que je présente là. Alors, la vente de chaleur, donc je pense qu'on a des gens bien connus, bien identifiés, mais je me permets de les rappeler parce qu'ils sont quand même très actifs, qui sont Newit, qui font de la vente de chaleur solaire, donc ce type d'acteurs. Alors, la place des bureaux d'études, des cabinets d'avocats, quand même, peut être importante, hein, puisque là, on va venir assister les maîtres d'ouvrage dans la rédaction de programmes, dans les négociations. Et le cabinet d'avocats, là, il est indispensable, hein, puisque c'est le contrat de vente d'énergie. Finalement, vous n'aurez de relation avec l'acheteur, le vendeur de chaleur, qu'à travers un contrat de vente. Donc, l'avocat, là, il est très intéressant. Le MGP, alors, marché globaux de performance. Alors, les MGP, c'est les anciens CREM, conception, réalisation, exploitation, maintenance. Mais on va y ajouter une coloration avec une obligation de performance. Donc ça, c'est intéressant. Hein, ça s'appelle aussi des CPE. Voilà, c'est un autre nom, un peu le CPE. C'est pas tout à fait pareil, mais bon. Voilà, CPE, MGP, voilà. Très intéressant. Donc là, pensez bien à prendre un bureau d'études aussi pour la rédaction des pièces techniques et un avocat pour la rédaction des pièces administratives. Il y a 2 volets à bien articuler, notamment pour tout ce qui est qui dit obligation dit pénalité. Donc tout ça, ça s'écrit. Et puis enfin, on a le marché de travaux, c'est ce qu'on connaît très traditionnellement en solaire, anti-solaire. C'est ce qu'on fait, voilà, un maître d'ouvrage, un bureau d'études, maître d'œuvre, et puis une entreprise, éventuellement un cabinet d'avocats pour les clauses administratives, mais c'est relativement rare. Voilà, donc ça, vous voyez qu'il y a la place pour tout le monde. Chacun, en fait, en fonction des différents modèles que vous choisirez, le maître d'ouvrage aura plus ou moins de responsabilités, plus ou moins de poids technique dans les choix qui seront effectués. Il y a des acteurs pour faire tout dans la salle, là, ici, dans les gens qui étaient présents aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et je passe la main à Julie qui va nous présenter certains des outils indispensables, voilà, pour faire tout ça. Bonjour à tous, Julie Rudy, experte solaire thermique au sein de l'INES Plateforme Formation et Évaluation. Donc, qui on est? En fait, on est une association qui assure le lien entre la recherche, les entreprises du bâtiment et les institutions et les industriels. Donc, on peut autant agir localement, nationalement, internationalement sur le photovoltaïque, le solaire thermique et le bâtiment. J'essaie de rattraper le retard. Donc, comme on l'a dit ce matin, et on va en reparler, quelque chose qui est important pour développer la filière solaire, ce sont les formations. Et donc, nous, on est aussi un centre de formation. Hein, on fait de la dissémination des technologies de l'information, mais aussi de la formation. Donc,
on a des formations des installateurs, mais là, je vais m'attarder plutôt sur les formations sur les grandes installations solaires. Et donc, on en a une sur 2 jours qui porte autant sur les réseaux de chaleur que les process. On a une formation qui est unique en France et sur laquelle je vais plus m'attarder, c'est l'intégration du solaire thermique sur réseau de chaleur. Et donc, c'est sur cette formation que vous pourrez retrouver beaucoup d'acteurs, je vais la détailler un peu plus tard, mais qui a lieu dans 2 semaines sur notre site au Bourget-du-Lac. En Savoie, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on en a une autre qui est la formation études, conception et ingénierie. Donc celle-là, elle est plutôt orientée installation solaire collective pour les logements, mais elle donne droit, elle permet d'avoir la qualification EPQI BU 2014 qui peut être demandée pour une étude de faisabilité. Pour avoir l'aide de l'ADEME sur l'étude de faisabilité. Et donc, celle dont je vais vous parler un peu plus, c'est la formation sur les réseaux de chaleur qui a lieu du 28 au 30 juin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, il y a encore de la place. Et donc, c'est une formation qui est financée à l'ADEME et on les remercie grandement parce que c'est grâce à eux que cette formation peut avoir lieu. Et grâce aussi à de nombreux intervenants qui viennent, donc des Français et également des Européens qui vont venir nous présenter comment ça se passe, donc notamment Danemark, Autriche. Et donc, on va retrouver beaucoup d'informations donc sur l'intégration du solaire sur les réseaux, les composants, comment réaliser une étude d'opportunité, comment dimensionner, comment concevoir une installation, quels sont les montages financiers et comment ça se passe. Et on verra aussi des retours d'expérience donc d'installation, vraiment de l'étude d'opportunité jusqu'à son fonctionnement aujourd'hui. Et on visitera également un réseau de chaleur, on verra la maintenance. Bref, on va voir beaucoup de choses. C'est une formation très dense sur 3 jours, mais elle est vraiment très intéressante parce que vraiment là, vous avez beaucoup d'intervenants qui vont venir nous présenter le solaire thermique. Donc ces formations, elles sont vraiment importantes pour aider les bureaux d'études à s'intéresser et à proposer le solaire thermique et à le développer. Donc, pour aider dans ces formations, on a un plateau technique et pédagogique. On a 1000 m² de démonstrateurs, je vais passer très vite. Et bientôt, on aura un démonstrateur de réseau de chaleur. Donc, pour l'instant, on va être équipé avec des capteurs de chez TVP Solar. Mais notre but à long terme, c'est d'avoir vraiment toutes les technologies qu'on peut installer sur un réseau de chaleur pour que les personnes qui viennent se former puissent visiter et voir tout ce qu'il est possible de faire et tout ce qu'on peut mettre sur un réseau de chaleur parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour les réseaux de chaleur. Donc on est aussi équipé, on a une proximité avec le CEA, donc le centre de recherche qui a son réseau de chaleur. Donc on pourra aller visiter lors de la formation. Donc vraiment venez. Et donc les outils, donc comme l'a dit Amandine, c'est vrai que les bureaux d'études, parfois, ils n'ont pas forcément le temps de faire des grandes études, et surtout pour des bureaux d'études qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore lancés dans le solaire, qui ne connaissent pas encore très bien, mais qui se disent, tiens, j'aimerais bien savoir comment, qu'est-ce que ça donnerait si je mettais du solaire. Donc, on a développé des outils. Donc, on a déjà le guide SJST qui existe déjà depuis quelques années, qui a été développé en partenariat ADEME, CEA et je ne sais plus qui, excusez-moi, et Indigo, je crois. Excusez-moi. De ce guide, à l'INES, dans le cadre du projet Solora, qui est un projet qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc que l'on fait en partenariat avec Aura 2E, et qui est justement qui nous permet d'accompagner les collectivités sur l'intégration de solaire thermique sur réseau de chaleur. Et donc on a développé un outil Pixel qui permet de faire une étude d'opportunité. Donc si vous avez les données de votre réseau de chaleur, vous pouvez aller sur le lien et gratuitement, voilà, c'est un outil qui est gratuit et vraiment ça vous donne une idée de est-ce qu'il est intéressant ou non de mettre du solaire thermique sur votre réseau de chaleur. Vous pouvez un peu moduler les paramètres pour voir, vous pouvez vraiment jouer avec et même avoir des idées de surface à installer, de volume, etc. Ça ne remplace pas un dimensionnement. Après, il faut faire appel à un bureau d'études pour vous accompagner, mais ça aide vraiment à avoir une première idée.
Et enfin, un outil pour cette fois les bureaux d'études et les exploitants aussi, c'est Enersim, qui est aussi un logiciel gratuit. Actuellement, il existe beaucoup de logiciels qui permettent de faire de la conception et du dimensionnement d'installations solaires thermiques sur réseau de chaleur, mais c'est des logiciels qui sont assez compliqués, qui sont payants. Et donc, si vous êtes un bureau d'études, que vous voulez vraiment commencer dans le solaire thermique, mais que voilà, vous ne voulez pas non plus y passer trop de temps, il y a Enersim qui est un outil vraiment simplifié qui vous permet en 20 minutes de donner toutes les caractéristiques de votre réseau de chaleur et d'avoir une idée du taux de couverture de l'énergie qu'il est possible d'obtenir avec du solaire thermique. Et vous pouvez jouer avec les paramètres et pareil, tester plusieurs configurations de vos réseaux de chaleur. Voilà, j'ai fini pour rattraper. Et ben merci. Du coup, je vais passer la main à Hugues de Nuit. Voilà. Eh bien, bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors, j'ai pas prévu beaucoup de slides, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup, donc j'en ai juste prévu 2. Alors, peut-être pour représenter, il y en a beaucoup qui nous connaissent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, donc Newit, on est donc fournisseur de chaleur renouvelable, c'est écrit, et plus spécifiquement, on se focalise sur la chaleur renouvelable sans combustion. Voilà, et on va retrouver donc dans notre thèse d'investissement et de développement la récupération de chaleur fatale, donc sur des sites industriels principalement, pour alimenter soit des sites industriels, soit des réseaux de chaleur à proximité, parce que ça arrive, le solaire thermique, et donc des systèmes de stockage de chaleur courte ou longue durée. Et on peut utiliser de manière un peu indifférente ces 3 briques. Il nous arrive aujourd'hui d'avoir des projets que en récupération, que en stockage. Mais au bout d'un moment, il faut quand même en produire de la chaleur, et c'est pour ça que le solaire thermique, pour nous, c'est vraiment la base de notre ADN. En sachant que tout de même, on utilise quand même ponctuellement dans nos systèmes des pompes à chaleur pour optimiser, aller chercher des températures. Alors notre idée n'est pas d'aller électrifier les procédés, nos clients, loin de là, mais plutôt vraiment dans une logique d'optimisation combinée avec les autres solutions. Donc Newit aujourd'hui, donc on est une société basée à Bordeaux, on est 25 personnes, on devrait être 40 début d'année prochaine. Donc notre métier, c'est de développer les projets. Donc on va aller voir les grands consommateurs de chaleur, les industriels et les réseaux de chaleur urbains. On va ensuite aller nous-mêmes, et sur les 25 personnes qu'on est aujourd'hui, on a développé tout un savoir-faire technique pour nous-mêmes modéliser, concevoir nos systèmes et les piloter au sens du contrôle-commande pour s'adapter à chaque client. On l'a dit tout à l'heure, ce matin, Gaël le disait, c'est de la haute couture, c'est du cousu humain, mais c'est le cas pour les grandes installations, je pense que vous le savez tous, c'est spécifique, il faut qu'on s'adapte et on va le voir sur les projets. C'est vrai dans les réseaux de chaleur, c'est encore plus vrai dans l'industrie. Mais voilà, donc on a fait ce choix d'internaliser ces éléments-là. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, Newit? On a 4 centrales en exploitation. On va vous en présenter 2 sur réseau de chaleur. Enfin, là, je vais les présenter juste après, rapidement. On en a 2 autres sur site industriel qui tournent. On en construit une en ce moment sur un site industriel. On se focalise aujourd'hui sur des projets de plus de 5 millions d'euros d'investissement, donc on va dire de plus de 10-15 000 mètres carrés. Pourquoi? Parce que justement, il faut 2-3 ans pour monter un dossier et beaucoup de jours hommes d'ingénierie. Donc, pour pouvoir payer les salaires, il faut qu'on aille se focaliser. Et puis, au-delà de ça, on a bien un enjeu de décarbonation massif. Et aujourd'hui, nos solutions fonctionnent pour ces grands consommateurs. Donc on va vraiment cibler cela. Voilà, donc avant de rentrer dans la présentation des 2 dossiers, juste un mot sur la partie stockage, puisque donc là, on va voir ces 2 premières centrales et on voit aussi un peu aussi l'évolution de nos offres depuis la création de la société. Les projets que vous voyez, donc c'est des projets, ça fait 3-4 ans qu'on a lancé le développement de ces projets-là. C'est des projets qui sont des centrales solaires thermiques pour couvrir les besoins estivaux des réseaux de chaleur. Aujourd'hui, on en parlait brièvement ce matin, avec les technologies de stockage saisonnier, que ce soit via des sondes géothermiques ou via des stockages en fosse, on arrive à proposer des solutions où on livre également l'hiver à nos clients. Et ça change complètement la donne. Et donc, aujourd'hui, on développe et on fait des propositions à des collectivités. On a plusieurs dossiers qui avancent, on va dire, bien, avec des solutions 100%
solaire thermique. Alors, il y a toujours un peu de pompe à chaleur au cœur de l'hiver pour aller être certain d'avoir les niveaux de température, au moins en backup. Et aussi, avoir un stockage saisonnier, ça nous permet de brancher plein de producteurs. Des incinérateurs s'il y a un peu de chaleur fatale qui traîne, de la biomasse, il y a une petite biomasse qui tourne en continu tout du long, on accepte tout. Enfin, c'est un moyen de flexibilité et c'est notre grande différence par rapport à l'électricité. Pour tout ce qui est en dessous de 100 degrés, on a un super moyen pour stocker l'énergie. Alors, il y a des technos de stockage au-dessus de 100 degrés, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui, c'est encore des TRL un peu bas, mais pour faire des grands bassins d'eau chaude ou des sondes géothermiques, c'est des choses qui marchent et qui doivent se développer. Et je pense que c'est vraiment pour la filière, en tout cas nous, Newit, c'est notre vision, on va clairement vers là. Et je salue le rôle également effectivement de tous les bureaux d'études, les collectivités évidemment, parce que celles qui ont la main, mais les bureaux d'études, les exploitants aussi, les exploitants de réseau, parce que nous, Newit, on n'est pas exploitants de réseau, on va le voir dans les projets, qui doivent aussi, qui le font aussi, qui font leur montée en compétences, et qui c'est eux aussi les instigateurs, dans le cadre des schémas directeurs, des propositions aux collectivités, de proposer ces nouvelles solutions solaires thermiques, parce que c'est vrai que les grandes installations solaires thermiques, il y en a peu, ce réseau de chaleur. En France, il y a 4 centrales sur réseau de chaleur de plus de 1000 m², dont les 2 que je vais vous présenter. Donc, on voit qu'il y a encore pas mal de place pour grossir par rapport à d'autres pays, comme le présentait tout à l'heure Morane et Quentin, tout à fait. Voilà, donc la centrale de Narbonne, donc certains d'entre vous l'ont visité hier, c'est un projet qui tourne, de toute façon les 2 centrales, on les a mis en service l'année dernière, donc c'est un projet qui fait un peu plus de 3200 m², 3 MW, donc le modèle c'est effectivement Newit qui a porté l'investissement, on loue un terrain de la ville et on vend la chaleur à travers un contrat de fourniture de chaleur de 25 ans à l'opérateur du réseau, qui est Société Narbonnaise de Chauffage, filiale de Dalkia qui exploite le réseau depuis 15 ans, et la ville de Narbonne également signataire du contrat, puisque notre contrat est de 25 ans et le gestionnaire de réseau va être renouvelé dans 10 à 15 ans. Donc la ville s'engage à faire reprendre aux futurs délégataires les engagements du contrat. Donc voilà, au niveau technique, comment ça fonctionne? Donc c'est un réseau qui était la biomasse en période hivernale. La biomasse s'arrête en fin de période de chauffe en avril, puisqu'on arrive à son minimum technique. Et donc on était full gaz l'été, avec encore beaucoup de gaz l'été. Et donc, c'est l'objectif du projet de venir effacer tout le gaz estival, et ce qui est le cas depuis quelques semaines, le réseau ne tourne qu'au solaire. Voilà, il reste encore un peu de gaz sur les pointes hivernales. Dalkia pourrait utiliser notre cuve de 1000 m3 pour la chauffer, pour la remplir à la biomasse, pour pouvoir tenir les appels de puissance des matins frisquets narbonnais. Et voilà, ça c'est un projet pour les prochaines saisons. Voilà, donc au final, en termes d'intégration, et un sujet qui est important, c'est la partie foncière. Dans le solar thermique, c'est souvent remonté comme un frein. C'est le cas, on ne va pas se mentir. C'est le cas. Alors, je rappelle toujours que le solaire thermique, on est 5 fois plus efficace que le photovoltaïque, que même comparé à la biomasse, si avec 1 hectare de solaire thermique, on produit autant d'énergie qu'une forêt de 40 hectares coupée et replantée tous les 30 ans. Alors, c'est vrai que la biomasse, c'est rarement ça, c'est souvent plutôt de l'élagage, c'est plutôt souvent. Mais voilà, ça montre un peu quand même la densité et l'efficacité de ces solutions solaires thermiques. Et la question un peu, il n'y a jamais zéro impact pour préserver nos modes de vie. Il va bien falloir faire quelque chose. Et notre vision chez Newit, c'est que le solaire thermique, c'est la solution la plus vertueuse, en tout cas une des plus vertueuses, et à pousser en priorité, en tout cas largement sous-exploité aujourd'hui par rapport à ses intérêts tant économiques qu'environnementaux. Donc là, on est intégré en bout de branche du réseau sur cette centrale, un peu sa spécificité, c'est-à-dire il y a une chaufferie centrale avec un réseau qui part en étoile, et on est au bout d'une branche d'une étoile. Et donc là, en période estivale, on pousse toute la chaleur solaire depuis le bout de la branche dans toutes les autres branches. Donc heureusement, le DN de la branche était suffisant pour pouvoir tenir tout le débit, pour pouvoir alimenter le réseau. Donc on n'a pas eu à changer tout le réseau. On a quand même tiré 800 mètres de tuyaux pour aller se raccorder au réseau et trouver un terrain inutilisé. En passant sous la 4 voies avec un beau forage dirigé sur un terrain qui était, on va dire, qui servait un peu de dépotoir sauvage. Et donc, je pense que tout le monde, y compris les animaux et les bêtes sauvages, sont plutôt contentes de la manière dont on a remis le terrain en état. Voilà, donc ce projet qui donc tourne, on va bien, en septembre, on aura une année complète. L'objectif, c'est donc de produire 2300.
on espère un peu plus mégawattheures par an pour un réseau qui en fait entre 12 et 13 gigawattheures. Donc on va parler d'environ 20% de couverture au final pour un réseau qui devrait atteindre 80% de taux ENR et potentiellement plus si on arrive à effacer le gaz de l'hiver, mais ça c'est plutôt le travail de Dalkia que le nôtre. L'autre réseau sur lequel l'inauguration officielle est le 30 juin, donc vous êtes tous invités, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les détails. Donc le 30 juin, on est pas plus proche de Bordeaux, donc on est à 1 heure de Bordeaux, en Charente-Maritime, la ville de Pont, une ville un peu plus petite. Alors très clairement, on fera plus de projets de cette taille-là, parce que oui, on a passé beaucoup de temps, mais on est très content de ce projet. Qui est sur tracker, donc c'est un peu différent. Les panneaux solaires suivent le soleil d'est en ouest, ce qui nous permet d'optimiser la production. On a aussi des capteurs double vitrage d'entreprise Savo Solar qui est présente aujourd'hui. Donc ils ont peut-être bougé, je sais plus, ils sont là-bas, voilà. Et double vitrage parce qu'on est sur des températures un peu plus élevées du réseau. Un réseau avec des sous-stations un peu plus vieilles, d'autres usages. Mais malgré les températures un peu plus élevées, donc là même en période estivale, on doit avoir une température de retour à 70 et quelques, donc oui, c'est un peu chaud. Mais malgré ça, avec du double vitrage, on arrive à produire et des trackers. Donc avec 1800 mètres carrés, on prévoit de produire environ 1000 mégawattheures. Donc on voit qu'on est à 550, 600 kWh par mètre carré, ce qui est tout de même assez raisonnable. Voilà, donc là on est collé à la chaufferie. Et là pour le coup, l'utilisation du stockage par la biomasse est vraiment quelque chose qu'on a déjà testé avec l'opérateur. Et donc, on devrait pouvoir s'approcher du 100% de chaleur renouvelable sur le réseau. On ne l'annonce pas encore parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais en tout cas au-dessus de 90% de chaleur renouvelable avec le mix biomasse, même cas que Narbonne, une biomasse qui s'arrêtait pour la période estivale. Et donc, voilà, avec du gaz en backup qui, on l'espère, ne sera plus jamais utilisé. Voilà, donc pour ne pas prendre trop de temps, je vais m'arrêter là et passer la main au prochain intervenant. À distance, c'est ça? Alors, donc, on va voir si Hervé Lautrette est connecté. Oui, bonjour, vous me recevez? Ah, voilà. Alors, Bonjour. voilà. Est-ce que vous m'entendez? je peux faire un test? On ne vous entend pas. Non, moi je vous entends très voilà. bien. C'est bon. Parfait. Bon. Écoutez, c'est parti. Bonjour tout le monde. Donc je me présente, Hervé Lautrette. Je représente la société AB Solar, qui est une jeune société qui a été créée il y a 2 ans de ça. On est spécialiste dans le stockage d'énergie souterrain et sur ce principe-là, on a développé une technologie qui consiste à associer géothermie plus solaire thermique. L'objet de cette présentation. Du coup, voilà. La technologie en elle-même consiste, comme je l'ai exposé, à associer du solaire thermique avec du stockage d'énergie souterrain. Le cœur de métier d'AB Solar est principalement axé sur la maîtrise du stockage d'énergie souterrain, donc sur tout ce qui a trait au sous-sol, donc attaché principalement à la filière géothermie. Et pour avoir travaillé pendant plus de 20 ans sur la géothermie, il nous est apparu évident qu'il fallait chercher à valoriser cette capacité de stockage qu'offre la géothermie, et associé à cette réflexion, il est également apparu évident que le solaire thermique était la première source d'énergie à aller exploiter pour chercher à associer ces deux ENR. Donc le principe du système, comme l'expose le schéma qu'on vous présente, est composé d'une centrale solaire thermique, d'un stockage court terme, qui permet de gérer la production solaire journalière et d'un stockage d'énergie souterrain. Le tout associé à une station technique qui permet de piloter l'ensemble. Alors, quand je parle de révolution, pour moi, c'en est réellement une. Je considère que
le solaire thermique et la géothermie sont les deux parents pauvres des énergies renouvelables. Et que justement, l'association de ces deux énergies renouvelables donne toute la pleine mesure de ce que peut offrir de ce que peuvent offrir les énergies renouvelables, comme vous le voyez sur le graphe en bas à gauche. On sait tous que le solaire thermique reste une énergie intermittente. Et justement, en venant l'associer à du stockage d'énergie souterrain, on sorte la capacité à pouvoir fournir une énergie renouvelable continue décarbonée pour des réseaux de chaleur. Donc, j'invite tous les acteurs axés sur le solaire thermique à se pencher sur l'association que sont le solaire et la géothermie, qui donnera, je pense, toute la pleine mesure du solaire thermique, voilà, en compensant cette intermittence. Avant même d'insister sur le principe du stockage d'énergie souterrain, je pense qu'il est important que tout le monde garde à l'esprit ce qui existe aujourd'hui en termes de dispositifs de stockage souterrain, qu'on qualifie plus communément de haute température en géothermie. Aujourd'hui, il existe 6 grands dispositifs de stockage d'énergie souterrain. On retrouve du stockage d'énergie sur nappe phréatique, sur sondes géothermiques, sur des réservoirs, sur des cuves enterrées, des bassins enterrés, sur des mines, des cavernes, ou sur des zones fracturées. Et ces 6 grands dispositifs de stockage d'énergie souterrain composent, on va dire, l'ensemble des solutions que l'on peut chercher à associer avec du solaire thermique. Je fais une aparté sur l'aspect réglementaire purement relatif à ces technos. Fondamentalement, la mise en œuvre de ces solutions de stockage d'énergie souterrain impose des demandes d'autorisation au titre du code minier qui peuvent représenter 12 à 18 mois d'instruction. Donc, c'est un petit peu un point pénalisant pour arriver à mettre en œuvre ces technologies, sachant que les 12 à 18 mois d'instruction sont relatifs à un dépôt de dossier qui, au préalable, nécessite une étude aussi en amont qui représente, on va dire, pratiquement 25 à 30 mois d'études et associées à l'instruction du dossier avant d'avoir une autorisation pour exploiter le stockage d'énergie souterrain. Et j'ai également, j'ai pas cité effectivement sur la slide précédente un lien très intéressant que j'invite tous les auditeurs à consulter, qui est le programme de recherche européen, HeatStor, qui justement reprend les différents dispositifs que je présente et qui a récemment publié fin janvier 2022 une feuille de route sur le développement des UTES qui a échéance 2050 et qui explique clairement on va dire l'intérêt de contribuer au développement de ces solutions. Et forcément, en l'associant à du solaire thermique, ça prend d'autant plus de sens. Donc la technologie développée par AB Solar consiste à s'appuyer sur la capacité calorifique des roches. Sur ce principe-là, aujourd'hui, on a développé une solution qui est tournée sur du stockage sur sonde géothermique verticale, plus communément appelé par le milieu anglophone sous l'acronyme du BTS, Boreal Thermal Energy Storage. Et encore une fois, je pense qu'un des points fondamentaux qu'on a trop longtemps occulté au sein de la filière géothermie, c'est la capacité de stockage qui est du sous-sol, qui est naturellement présent dès qu'on cherche à exploiter cette ressource. Et c'est tout l'objet de ce qu'on a entrepris avec AB Solar, valoriser cette capacité de stockage des roches à travers la capacité calorifique des roches, justement, en couplant cette solution de solaire thermique avec ce stockage d'énergie souterrain. Le principe du stockage d'énergie souterrain, comme on peut l'imaginer, va consister à venir récupérer l'énergie solaire surabondante l'été pour être emmagasinée dans le sous-sol, et l'hiver venant, lorsqu'il n'y a plus de soleil, avec sa capacité à pouvoir stocker l'énergie, va pouvoir restituer cette chaleur, d'où le principe de stockage d'énergie intersaisonnier. Là, vous avez juste sur la gauche des représentations d'un modèle de
stockage d'énergie souterrain présentant les variations de température dans le sous-sol, qui sont aussi un des éléments clés auprès de l'administration pour obtenir les autorisations qu'il faut développer pour avoir le droit d'exploiter ce type de solution. Alors, pour revenir à l'intérêt de cette solution, il va de soi que ce solaire thermique associé à du stockage d'énergie souterrain est parfaitement adapté à des réseaux de chaleur. Sur le principe d'avoir une centrale solaire associée à du stockage d'énergie souterrain couplée à une production centralisée, on va dire pour distribuer de la chaleur sur des régimes classiques de 80 à 60 degrés, mais ça peut également être plus bas, sur des régimes de température plus bas, mais ce que ce schéma signifie, c'est qu'en somme, on est sur une distribution d'énergie sur un réseau de chaleur avec une production centralisée. Dans le cas de cette production centralisée, la station technique est susceptible de recevoir une pompe à chaleur haute température. Et ce principe est d'autant plus intéressant, entre autres, pour le marché de la rénovation. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde reste acté et concentré sur le marché de la construction lié au neuf, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a plus de 31 millions de mètres carrés de bâtiments rénovés, existants, qui conviendra nécessairement de chercher à rénover énergétiquement un jour ou un autre, donc d'où les régimes de température aussi potentiellement élevés qu'il faudra chercher à viser. Cette solution est parfaitement adaptée. Une autre alternative, et qui est d'autant plus intéressante, qui est on va dire une variante de la distribution de l'énergie sur le principe de réseau, qui se réfère à la boucle d'eau tempérée. Nous considérons avec HB Solar que cette solution a promis un bel avenir, dans le sens où elle permet de travailler sur des régimes de température beaucoup plus bas qu'un réseau de chaleur. C'est une solution qui est extrêmement modulable au gré de l'aménagement d'un projet. C'est considéré comme un smart grid thermique, de façon assez générale, par tous les gens qui cherchent à développer ce type de technologie. Et comme je l'ai exposé, à contrario, par rapport à un réseau de chaleur classique, on se retrouve avec des productions décentralisées. Donc on a une eau tempérée qui circule dans ce réseau, qui vient alimenter soit à l'échelle du bâtiment, soit à l'échelle d'îlots de bâtiments, des productions décentralisées qui après produisent la température souhaitée par bâtiment ou par îlot de bâtiment. On peut considérer qu'on pourrait avoir des bâtiments neufs d'un côté avec des régimes de production de chauffage moins élevés que des bâtiments de la même manière raccordés au réseau, mais des anciens et existants avec des régimes d'eau 80-60. C'est une solution très, très modulable, sachant qu'elle permet vraiment de venir valoriser toute source d'énergie renouvelable de par les régimes de température beaucoup plus bas qu'un réseau de chaleur classique. Alors, le projet démonstrateur. Le projet démonstrateur d'AB Solar a été entrepris il y a 2 ans. On est en phase de quoi on l'a livré l'année dernière et comme son nom l'indique, c'est un projet démonstrateur. Donc, il y a encore une fois des phases d'adaptation au gré de ce qu'on a entrepris. C'est une solution qui a été développée dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement de 67 logements. Donc, le système est composé de 900 mètres carrés de capteurs solaires, de stockage court terme de 50 mètres cubes, respectivement chacun. Un CETIS, qui est l'acronyme plus communément que je qualifierais de français sur le principe d'un stockage d'énergie thermique intersaisonnier souterrain, équivalent au BTS, de 60 sondes de 30 mètres de profondeur. Un réseau de chaleur de 400 mètres linéaires, 67 sous-stations, qui alimente les 67 logements de l'écoquartier. Et on vient récemment de rajouter une pompe à chaleur haute température pour, on va dire, couvrir les prochains épisodes hivernaux suite à, on va dire, cette première année de fonctionnement. C'est un choix qu'on a fait. Initialement, le projet était prévu sans pompe à chaleur et avec une distribution de la chaleur à 45 degrés dans les logements. Et pour être très honnête, les occupants considèrent que ce niveau de température n'est pas assez élevé, sachant que derrière, en bout de ligne, on a des MTA avec un pincement de 3 degrés au lieu de 1, tel qui nous avait été vendu, qui viennent du coup faire chuter un peu le niveau de température, donc on relève tout, d'où l'intégration de la pompe à chaleur. Là, vous avez présenté le synoptique
dans ces grandes lignes du système. Alors, ce qui est intéressant en ayant rajouté cette pompe à chaleur, on va s'offrir la possibilité de faire fonctionner le système sur deux modes de production. On aura un mode de free heating consistant à exploiter directement la chaleur solaire à destination des logements, et un mode boucle d'eau tempérée qui, en période hivernale, lorsque nous n'aurons pas assez de chaleur directement exploitable via le système, on aura la relève de la pompe à chaleur haute température qui viendra remonter le régime de température de production à 60 degrés pour desservir les logements. Alors, les besoins énergétiques du lotissement sont à hauteur de 230 MWh, et la centrale solaire aujourd'hui est en capacité de pouvoir capter 470 MWh an. L'énergie injectée dans le sous-sol, on va représenter l'équivalent de 200 MWh, on va en extraire 100. Et à titre d'information, voilà, les températures d'injection dans le sous-sol vont tourner autour de 45 à 85 degrés. L'efficience du stockage énergie souterrain sera de l'ordre de 50%. Tout ce projet s'est fait sur l'initiative privée. Pendant plus de 2 ans, il a fallu qu'on supporte l'intégralité des financements du projet en fonds propres. Je pense que si on n'avait pas eu la conviction que l'on défend, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Et on vient de finir péniblement par avoir le soutien de l'ADEME très récemment, qui au bout du compte va venir nous aider pour financer ce projet, qui est déjà amené à se développer puisqu'on a déjà 2 autres opérations en étude. Voilà. Plus à destination d'industriels, où il y aura du réseau de chaleur, mais malheureusement pas pour l'habitat. Voilà. Donc je passe la main. Merci pour votre écoute et bonne continuation. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à Morgane Grenier de Savo Solar pour nous parler du modèle danois. Bonjour à tous. Bon, c'est pas grave. Bonjour à tous, donc Morgane Grenier de la société Savo Solar. Alors aujourd'hui, en effet, je ne vais pas spécialement m'attarder sur ce qu'on fait chez Savo Solar. On a eu la chance que nos différents clients présentent ce qu'on a fait tout au long de la journée. Donc on est un fabricant de grandes centrales solaires thermiques. On a un peu plus de 100 000 m² installés, ce qui représente une quinzaine de grandes centrales solaires qui sont principalement, donc on a commencé au Danemark avec les grandes centrales en 2014 et depuis quelques années, le marché principal est la France, sur laquelle on a un peu moins de 25 000 m², enfin 25-30 000 m² installés. L'idée aujourd'hui, c'était de manière très vulgarisée, essayer de partager un peu la différence qu'on a pu constater entre ce qui se fait au Danemark, qui est le super élève, et de ce qui se fait chez nous en France. Donc, pour ouvrir la réflexion, je voulais juste vous montrer donc, ce graphe sur la gauche qui donne le nombre d'installations, les surfaces et puissances installées sur des réseaux de chaleur en 2020, et à droite, la carte de l'ensoleillement en Europe, tout en sachant que là où il y a le plus de soleil, c'est quand on tend vers le rouge, et le bleu, c'est l'inverse. Donc moi, je constate ces choses-là, et bon, étant un peu chauvin, ça me laisse un peu perplexe. Donc, on nous dit souvent comment le Danemark en est arrivé là. Moi, une fois de plus, je vais vulgariser et simplifier la chose. Ici, je ne vous apprends rien. Donc, c'est parti de plans gouvernementaux qui ont suivi le choc pétrolier de 79. Et d'ailleurs, on pourra mettre au crédit des Danois que malgré leurs grosses réserves en pétrole, ils ont malgré tout cherché à trouver des solutions alternatives. Et après, donc, ça, comment ça s'applique au niveau territorial et comment c'est géré? C'est très simple. Donc, ces plans gouvernementaux, très simple, facile à dire. Les plans gouvernementaux, ça a été donc de l'incitation à l'efficacité énergétique et aux ENR. Ce qui s'en est suivi derrière, c'est donc une favorisation de la création des réseaux de chaleur
Aujourd'hui, au Danemark, il y a plus de 60% de la population qui est raccordée à un réseau de chaleur. Et ce qu'il faut savoir, alors nous, c'est quelque chose qu'on va peut-être considérer un peu de communiste en France, mais quand ils ont décidé de mettre des réseaux de chaleur, vous aviez obligation de vous raccorder dessus. Voilà. Donc, il n'y a pas de débat. Et la meilleure façon de faire l'efficacité énergétique, c'est donc le réseau de chaleur. Et voilà, tel que ça a été décidé. Et aujourd'hui, ça fonctionne d'une certaine manière où donc, les réseaux de chaleur sont gérés par une société privée, mais en fait, les actionnaires de ce réseau de chaleur, ce sont tous les utilisateurs qui sont raccordés au réseau. Et la loi impose donc que tous les bénéfices de la société soient réinvestis dans l'outil. Ils ne peuvent pas être reversés aux utilisateurs, donc aux actionnaires. Et c'est ce qui amène du coup à toutes les différences qu'on peut constater aujourd'hui entre les réseaux de chaleur français et les réseaux de chaleur danois. C'est-à-dire que on a toujours un réinvestissement dans l'outil pour mettre des nouveaux équipements qui vont permettre de créer de la chaleur décarbonée, essayer de la rendre économiquement plus intéressante, réduire les pertes thermiques. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à la fin sur des régimes de température qui, en tant que Français, nous font un peu tomber de notre chaise quand on voit qu'en hiver, on fonctionne à 40-80 degrés. Quoi. Voilà. On me demande souvent, est-ce qu'on peut faire ça en France? Enfin, on me demande souvent. C'est ce qu'on entend, oui, en France c'est différent, on ne peut pas faire la même chose. Je pense que malgré les différences qu'il peut y avoir même dans les administrations et dans les gouvernements, on peut constater des similarités. Et aujourd'hui, au final, on n'en est pas si loin. On peut le voir, je pense que Amandine, Quentin, vous avez présenté certaines choses tout à l'heure. L'augmentation du fonds chaleur, la Cour des comptes qui insiste sur le développement des réseaux de chaleur urbains, ce qui entraîne à nouveau, la Cour des comptes qui insiste sur l'intérêt d'internaliser des compétences dans les intercommunalités, la création des réseaux de chaleur. Je pense que, moi je ne suis pas spécialisé dans les réseaux de chaleur, mais il y a des vrais questionnements là-dessus aujourd'hui, et c'est vrai que même si on n'en est pas là où on devrait être, des réseaux de chaleur se créent de plus en plus si on compare à ne serait-ce que 5 ans en arrière. Et on voit aussi, comme par exemple ce matin, il y avait Creuswald qui était présenté, des fonctionnements en régie, des coopératives énergétiques qui vont justement, si on veut faire le lien avec le système danois, une régie indirectement, elle a tout intérêt à favoriser le bon fonctionnement de son installation, de faire de l'efficacité énergétique et ainsi donc avoir un cercle vertueux pour que ces utilisateurs derrière, qui sont indirectement ses actionnaires, puissent bénéficier d'une énergie à un coût qui reste fixe et bas. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, voilà, on a tous parlé de différentes technologies, mais pour vous donner un exemple, on a fait une centrale au Danemark sur la ville de Logum Cluster. C'est une ville de seulement 3500 habitants avec 98% de personnes connectées sur le réseau de chaleur urbain. Et donc ici, il y a 15 000 m² de centrales solaires qui viennent donc se raccorder, qui vont alimenter le réseau de chaleur, sur lequel on a donc de la biomasse, des pompes à chaleur, des cogés et des chaudières gaz en appoint. Sans rentrer trop dans le détail, on parle souvent du stockage. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de l'intérêt du stockage sur le solaire thermique. Clairement, c'est sûr qu'une centrale solaire thermique, sans stockage correctement dimensionné, c'est vite la catastrophe. Mais ça permet également, et puis je suis ravi que les personnes qui en ont aujourd'hui le montrent clairement, ça permet de favoriser l'intégration, ça va maximiser votre apport en énergie renouvelable, ça va aider à augmenter l'apport en énergie renouvelable sur votre réseau. Et ce qu'ils font dans cette ville qui est assez intéressante, c'est qu'ils ont installé une pompe à chaleur qui vient fonctionner sur la récupération de chaleur fatale de leur chaudière biomasse et qui vient prendre le froid dans le fond de la cuve de stockage journalier. Et du coup, ça va permettre, en fait, en hiver, la faible fourniture du solaire thermique, elle va permettre de compenser ces calories qui sont prises par la pompe à chaleur. Et au-delà de ça, on va même améliorer le rendement du solaire thermique en hiver puisqu'on va augmenter son delta T, vu qu'on vient refroidir le fond de la cuve. Et voilà, donc c'est vraiment... voilà, l'idée, c'était de montrer que voilà, avec ce genre de fonctionnement et les peu d'installations qu'on a aujourd'hui en France tendent quand même à le montrer. Voilà, Enes disait que du coup, ils arrivent à augmenter leur production de cogés sur des périodes compliquées où ils peuvent valoriser financièrement l'électricité.
Newit parlait par exemple donc, de la biomasse qui est utilisée sur le stockage de Narbonne et de Pont. Et donc, ça va permettre de maximiser toute la fourniture en énergie renouvelable, en chaleur renouvelable. Voilà, donc, j'étais un peu rapide. Je sais qu'on courait après le temps. C'était très vulgarisé, mais j'espère que ça vous donne un petit aperçu. Et même si parfois on est un peu... On pense que nos voisins danois, enfin nos voisins un peu lointains sont bien en avance sur nous, il y a quand même de bonnes choses en ce moment. Il y a un momentum, comme ça a été dit plusieurs fois, qui tend à montrer qu'on peut aller dans cette direction à notre manière, mais on peut y arriver. Merci à tous. Bien, je pense qu'il est l'heure des conclusions. Je pense qu'on va faire très simple s'il y a des questions derrière à poser. Moi, ce que je retiendrai de ça, c'est faut pas hésiter à relire à tête reposée et réécouter et revisionner ce webinaire parce que je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Ce que je retiens surtout, c'est que globalement, on a les outils et surtout, on a les éléments qui vont nous inciter. On l'a vu au Danemark, c'est la loi qui a permis de faire avancer les choses. Prenons le cap en France avec les obligations et puis le réchauffement climatique. Je pense qu'on le conçoit tous. Il suffit de sortir dehors pour se rendre compte qu'on n'a plus trop le temps d'attendre. Donc voilà, hein, la loi de transition énergétique à la croissance verte ou la loi climat résilience, pour moi, sont des actions fortes et des opportunités fortes justement pour développer la chaleur solaire au sein des réseaux chaleur ou tout bonnement les réseaux chaleur dans le cadre du mix énergétique. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'avec l'intégralité et le nombre d'intervenants, c'est que globalement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la filière n'est pas là et n'est pas compétente, qualifiée. On a une technologie, je ne sais pas s'il faut le rappeler, mais qui reste très simple, durable, rodée, et on a des REX. On n'en a pas forcément beaucoup en France, mais je pense qu'on en a assez pour se dire qu'on peut s'appuyer quand même sur de la compétence. Et puis, s'il faut, on ira chercher des REX à l'étranger. Encore une fois, on a un réseau d'acteurs qui est présent, vous l'avez vu, qui est formé, qui est compétent et qui est totalement à votre disposition pour vous accompagner sur vos projets, que ce soit de la base sur la notion des bureaux d'études, des AMO, mais aussi sur la notion de développeurs et de fabricants, avec les qualités qu'ils peuvent apporter. On a des outils qui sont à disposition, Amorce l'a montré, l'INES aussi, des fiches, des guides, des logiciels, de la formation. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, il faut passer par la case formation justement pour s'adosser de la compétence et de la compréhension. Cette mise à jour, elle est nécessaire et je pense que c'est elle qui va aussi nous tirer vers le haut. Et puis, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais je vous laisse aller à leur rencontre, mais c'est des partenaires qui sont disponibles, entre autres l'ADEME, pour vous accompagner, pour accompagner chaque projet. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le voyant avant était peut-être au rouge, voire à l'orange. Je pense qu'aujourd'hui, le contexte montre qu'il est au vert. Il y a une filière à vos côtés. Je dirais qu'aujourd'hui, la chaleur solaire, elle est au service de tous les projets, et particulièrement des projets, enfin, du moins, pourquoi pas des projets en réseau chaleur. Si le Danemark l'a fait, l'Allemagne et l'Autriche, je ne vois pas pourquoi en France, on ne serait pas en capacité, surtout avec une filière totalement rodée à cela. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée. Je n'en vois pas forcément sur le chat. Donc, auquel cas, s'il n'y en a pas. Ouais, alors je ne sais pas s'il y a besoin de précision. Fabrice, tu veux intervenir? Je te laisse venir à ma place dans ces cas-là. Hop. Voilà, je vais juste cacher ça. Hop. Allez, je te laisse venir à ma place pour les précisions. Oui, donc c'est juste pour le soutien ADEME sur les réseaux de chaleur et notamment la partie solaire. Il y a une aide Fonds Chaleur pour la partie réseau en tant que telle, extension, création, densification. Et sur la partie solaire thermique injectée ou couplée au réseau de chaleur, la partie études, elle est soutenue. On va au-delà du 2014. Il ne faut pas un bureau d'études qui soit juste 2014. C'est bien un bureau d'études formé
avec la formation Inès de 3 jours. Voilà, c'est une formation vraiment ADEME avec un cahier des charges qui a été créé en 2016 ou 2018 quand il y avait eu le gros plan de relance solaire. Donc c'est vraiment cette formation où l'équivalence, c'est si, notamment des bureaux d'études européens, s'ils ont déjà fait et de la conception et de la maîtrise d'œuvre et de la maintenance de réseaux de chaleur couplés à du solaire thermique. Voilà. Et sinon, sur la partie ensuite investissement, on aide jusqu'à 1500 m² en région pour le fonds chaleur, et au-delà, c'est l'appel à projet grande surface. Voilà. Merci à tous les intervenants pour tous ces éléments. Et puis, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé des informations aujourd'hui qui répondaient à vos attentes, à vos questions. En tout cas, je vous donne rendez-vous déjà pour l'année prochaine, pour les prochains états généraux de la chaleur solaire. Oui. Oui, bien sûr. Tout. Alors, les replays, les PowerPoint, tout sera disponible. Donc, vous pourrez revisionner les présentations ou lire les supports de présentation également. Ça sera transmis. Voilà. Merci à tous et merci.